Alors, donc je vais évoquer les questions de codécision sous l'angle de la concertation. Donc la codécision telle qu'elle commence à être pensée en médecine, notamment, implique un processus et demande par là une réflexion sur les manières de délibérer ensemble. Le dialogue qu'il faut alors concevoir introduit une dimension réflexive dans la décision partagée. Autrement dit, cette décision partagée n'est pas une affaire de simple agrégation des jugements ou des choix, comme dans un vote, par exemple, si l'on considère simplement l'acte même du vote, le décompte des suffrages et l'application de la règle de décision dont on a convenu par avance. Le dialogue introduit quelque chose de plus, même d'ailleurs lorsqu'il y a un vote. Un vote démocratique est toujours assorti d'une discussion, d'un débat public, d'une confrontation des idées qui donne sens à l'opération même du scrutin, autant qu'elle la complète. Ces réflexions ne sont pas toujours intuitives, car le dialogue est pour nous, je crois, habituellement spontané. Par exemple, je suis frappé par le fait que nos principaux modèles du dialogue, nos théories du dialogue les plus sophistiquées en philosophie, notamment dans l'éthique de la discussion contemporaine, reposent très largement sur le dialogue spontané entre personnes physiques. Et finalement, les affaires institutionnelles, les questions de rôle, de pouvoir, de représentation institutionnelle, etc., apparaissent plutôt comme des facteurs de perturbation, des choses dont il faut annuler l'influence pour bien comprendre le vrai dialogue et formuler des normes pures du dialogue sincère, franc, ouvert, égalitaire, etc., dont les bonnes propriétés procédurales permettent éventuellement de cautionner, de recommander en tout cas le résultat même de la discussion. Or, évidemment, dans le monde tel qu'il est, les dialogues importants sont souvent des dialogues institutionnels, des dialogues abrités par des institutions, des dialogues qui se font sur la toile de fond d'institutions sous-jacentes, ou bien, par exemple, les dialogues familiaux se font quand même souvent sur la toile de fond de règles juridiques, financières, de décisions de tribunaux, etc., par derrière. Et souvent, les institutions, et peut-être de plus en plus, les institutions sont amenées à concevoir des modalités de dialogue. Alors, on le voit, me semble-t-il, de plus en plus dans le monde médical, même si je ne suis pas très spécialiste du monde médical. Par exemple, à Besançon, j'avais été frappé au CHU, dans le service de soins palliatifs, j'avais été frappé par des recherches en cours, notamment d'Élodie Crotin, sur les modalités d'aménagement du dialogue avec les familles autour du sort de l'évolution de l'état des patients en état végétatif chronique. Et on voit bien dans ce genre de réflexion que l'on cherche des supports du dialogue, par exemple des supports graphiques, des photographies, etc. Ces choses sont très utilisées, semble-t-il. Autrement dit, il y a un véritable travail de conception du dialogue. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est que finalement, on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais dans des disciplines qui sont peut-être moins connues de nous. Par exemple, en ce qui concerne les décisions d'entreprise, les décisions de groupe dans les entreprises, il y a eu effectivement des expérimentations successives, une assez longue tradition d'études qui a pris corps, mais souvent dans un rapport assez distant avec les grandes théories prestigieuses. Alors je retiendrai une perspective décisionnelle sur les actions des acteurs sociaux, une perspective dans laquelle les actions sont rattachées à des décisions de les sélectionner,
gouvernée au moins en droit par certaines raisons accessibles aux acteurs. Et on peut dire que la compréhension des enjeux de la pratique passe habituellement par des normes ou des critères qui permettent de se mettre d'accord sur la manière de décider ensemble, en particulier dans des contextes institutionnels où les décisions doivent avoir un certain standing, une certaine crédibilité. Je voudrais insister aujourd'hui sur le fait que l'invocation de telles normes ou critères oblige forcément à réserver une place importante à l'interprétation. Dès lors que nous choisissons des critères de bonne décision partagée, nous ne sommes pas forcément en accord sur des interprétations précises à retenir de ces normes dans des cas d'espèce. La pluralité des interprétations est alors un problème qui requiert notre attention. Et je voudrais faire valoir dans cette perspective l'intérêt de réflexions spécifiques sur la concertation. La concertation plutôt que la confrontation, plutôt que le dialogue sans décision, plutôt que la recherche à tout prix de l'unanimité. Alors, la référence partagée à des normes ou principes est bien illustrée en effet par les procédures de concertation qui sont alternativement ou simultanément des procédures de décision et d'organisation de la prise de décision. Et l'une des étapes des processus de décision à propos desquels on accepte facilement, me semble-t-il, la nécessité de la concertation, c'est la structuration de la décision. Le cogniticien et informaticien, économiste aussi, Herbert Simon, dans son modèle canonique de la prise de décision procédurale, avait insisté sur l'importance d'une étape souvent oubliée, qui est celle de la structuration de la décision. Donc, il y a des modèles de décision dans lesquels finalement la décision se ramène à une sorte de routine, on applique un algorithme, une règle, comme par exemple dans un vote, ou bien dans des procédures de recherche opérationnelle où on a déjà un logiciel, on entre les paramètres et puis le logiciel donne une réponse. Mais bien souvent, même ces procédures mécaniques prennent place dans des contextes qui leur donnent un sens, qui les mettent en perspective, dans un contexte où il y a un accompagnement de la technique ou des règles mécaniques. Par exemple, le débat démocratique accompagne de manière décisive les règles de décompte, les règles de scrutin. De même dans les contextes où l'on utilise des procédures de décision standardisées, ça commence à être le cas, semble-t-il, en médecine. J'ai eu connaissance de cas de médecine embarquée, par exemple, où le médecin a dans son sac à dos un ordinateur portable avec des logiciels pour l'aider à prendre des décisions sur le terrain. Mais particulièrement dans des contextes où les décisions sont très complexes, comme en médecine ou dans le champ militaire aussi, il est très difficile de s'en remettre uniquement à la machine. Les procédures mécaniques sont habituellement accompagnées d'une réflexion humaine qui ne cède jamais sa place. Alors qu'à l'inverse, dans certains contextes, effectivement, on laisse les machines décider pratiquement toutes seules, comme en finance par exemple. Milliseconde après milliseconde, des décisions très importantes se prennent sans que personne ne les suive vraiment dans la finance automatisée de marché. Alors, la concertation, évidemment, renvoie à des procédures dans lesquelles on accompagne les règles de décision et parfois on n'a pas le choix parce qu'il faut tout simplement structurer les problèmes à partir desquels on pourrait mettre en place une procédure de décision algorithmique. Parfois, la conflictualité entre les acteurs ou bien l'ambiguïté des termes employés, l'indétermination des buts ou des moyens font que les enjeux même de la décision ne sont pas très clairs ou ne font pas l'objet d'un consensus.
Par exemple, en médecine, il me semble que tout de même, il y a une différence qualitative entre les objectifs de maintien en vie le plus longtemps possible, dans certains cas, et les objectifs centrés sur la qualité de vie, la prolongation de la vie conditionnée par la bonne santé ou pondérée par la bonne santé, etc. Or, la manière de prendre en compte cette pluralité d'objectifs donne à l'occasion une structure très indécise au problème de décision. Donc c'est particulièrement en pensant à ces phases de structuration de la décision, lorsqu'il faut se mettre d'accord sur les critères, les normes qui rendent un choix pertinent, lorsqu'il faut se mettre d'accord sur la pertinence, l'adéquation des modèles de référence, des théories de référence, des procédés de calcul dans certains cas, lorsqu'on peut calculer. C'est dans ces circonstances que le dialogue apparaît particulièrement inévitable. Ce qui, dans certains contextes, par exemple pour ce qui concerne la prise de décision administrative ou en entreprise, justifie très, très souvent des procédés d'expertise qui aujourd'hui prennent une forme complexe de facilitation, des procédés dans lesquels l'expert n'arrive pas avec une solution clé en main, calculée d'avance, mais entre dans une concertation complexe avec les bénéficiaires de l'expertise, en proposant des modalités de structuration progressive de la décision, une aide à la sélection des modèles de référence, ou une aide à la description des situations, avec ensuite une procédure de dialogue qui est consciemment organisée entre l'expert et les bénéficiaires pour essayer d'élaborer progressivement, de construire un chemin de prise de décision qui soit justifié étape par étape, en l'absence d'une garantie préalable de pouvoir jouir de la meilleure solution garantie par le meilleur logiciel élaboré par la meilleure université. Souvent, c'est pas comme ça que les choses se présentent. Et il faut entrer dans un processus de cas par cas qui ménage une place plus grande à la concertation. Alors, la concertation ne peut pas être ramenée strictement ni au dialogue, bien qu'elle en comporte à titre essentiel, ni à la négociation, même si la concertation peut relayer ou remplacer la négociation, l'inverse étant également possible. Et bien que le spectre de la négociation, en cas de désaccord, de conflit entre les intérêts, de conflit entre les valeurs, puisse couvrir, dans certains cas, aussi des questions de jugement de valeur, à propos desquelles on pourrait souhaiter procéder par élucidation progressive de ce qui est correct, de ce qui est juste, plutôt que simplement par négociation. Lorsqu'on a affaire à des questions d'intérêt, la négociation ça s'impose souvent naturellement. Nous négocions un taux avec le banquier, ça se fait très bien. En revanche, négocier sur des positions qui relèvent de jugement de valeur, négocier sur ce qu'il faut faire, négocier sur ce qui est admissible, négocier sur ce qui est conforme à la dignité humaine, évidemment, cela provoque chez chacun de nous, je pense, un sentiment de malaise, lié à l'intuition d'une inadéquation. On a l'impression que c'est pas la grammaire adaptée pour poser ce genre de questions. Il vaudrait mieux discuter plus longtemps, il vaudrait mieux faire un effort intellectuel pour essayer de discerner ce qui est correct. Le problème étant que parfois il faut décider sans pouvoir jouir de plusieurs années de colloque. Et par ailleurs, même en ayant plusieurs années de colloque libres et désintéressés devant soi, il n'est pas évident que les désaccords que l'on constate puissent disparaître, alors que la nécessité de décider, elle, est souvent têtue. On le voit, il y a des éléments de rapprochement entre négociation et concertation, et en même temps des différences. La concertation a vocation à s'étager dans le temps, même lorsque son occasion est tout à fait ponctuelle. Il s'agit toujours, conjointement avec la résolution d'un problème, de bâtir une relation susceptible d'être prolongée, et d'offrir des points de repère pour des relations
ultérieure et l'examen d'autres problèmes. Je crois que c'est un élément important, les relations de concertation, lorsqu'elles ne se réduisent pas à l'expression verbale de position de défense des intérêts, de rapport de force, de menaces pour susciter des concessions chez l'autre, comme dans les modèles les plus extrêmes de négociation, les modèles purs de négociation. Lorsque la concertation va au-delà, donc elle bâtit dans le dialogue une relation suivie, une relation dont les fruits peuvent être réutilisés plus tard, alors que dans le cas des négociations qui se ramènent de part et d'autre à la volonté de faire céder l'autre ou d'obtenir des concessions, finalement on a affaire beaucoup plus souvent à des processus sans mémoire. Tout sera différent lorsque les rapports de force seront différents, lorsque les menaces que l'on peut infliger aux autres seront différentes, etc. Tout sera repris à zéro, alors que le dialogue, lui, laisse plus de traces, je crois. On obéit par ailleurs à une tactique, il n'empêche, la tactique peut suggérer des raisons qui ont leur propre existence indépendante par la suite. L'aspect argumentatif est donc constitutif du type de relation qui est créé. Par différence avec un pur dialogue, d'un autre côté, on peut remarquer que dans le cas de la concertation, le lien avec l'action est direct. Il s'agit de se coordonner ou d'apprendre à coopérer. Et dans la plupart des usages de l'idée de concertation, il apparaît essentiel que les parties puissent être, dans certains cas, des acteurs institutionnels ou sociaux. Alors que le modèle privilégié du dialogue reste le dialogue entre personnes physiques, entre individus, entre personnes humaines, le modèle privilégié de la concertation est presque davantage celui de la concertation institutionnelle ou interinstitutionnelle, puisque c'est très souvent dans des contextes institutionnels que l'on est amené à s'intéresser à des formes de dialogue approfondies, qui cependant ont un lien privilégié avec la décision, avec la nécessité de s'entendre, avec la nécessité de travailler ensemble, donc avec des nécessités qui renvoient à des buts extérieurs au pur dialogue, des buts extérieurs à la pure recherche de ce qui est correct, au pur échange de vues sur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. On a affaire à des buts tout de même extrinsèques. De ce point de vue, les aspects institutionnels de la concertation jouent vraiment un rôle de paradigme, puisque c'est dans des contextes institutionnels que nous sommes prêts habituellement à accepter des concessions, alors même que nous ne sommes pas convaincus. Nous sommes prêts à nous résoudre à des choix dont nous ne pensons pas qu'ils soient les bons, mais que nous sommes prêts à défendre, parce qu'ils ont été correctement atteints, parce que nous sommes attachés aux règles institutionnelles qui leur ont donné naissance, parce que nous sommes dans certains cas attachés à l'institution elle-même, qui joue parfois sa crédibilité dans la défense de ces choix. Autrement dit, il y a tout un ensemble de considérations qui nous conduisent à accorder du poids à des concessions qui ne sont pas de pur repli dicté par la défense tactique des intérêts. Donc je crois que ce n'est pas du tout le bon modèle. Il ne s'agit pas de repli tactique, il s'agit vraiment de dialogue, il s'agit de confronter les raisons, il s'agit de situer les raisons que l'on avance par rapport à des principes ou des critères validés dans les institutions, adoptés par les institutions. Et d'un autre côté, il est parfaitement possible que cela nous engage, à l'issue d'une concertation, à défendre des options qui ne sont pas sincèrement les nôtres, qui ne sont pas substantiellement ce que nous trouvons juste ou vrai, parfaitement correct. Cela arrive très souvent, par exemple, à l'université, si je préside une commission pour attribuer une bourse postdoctorale, par exemple, il est possible que j'ai ma petite idée sur le meilleur candidat ou la meilleure candidate. Il est possible que tout se passe bien, que le dialogue soit parfaitement franc, que tous les arguments soient sur la table, que toutes les attentes relatives au concours soient bien discutées. Il est possible que toute trace éventuelle d'arguments d'autorité soit vraiment neutralisée ou effacée.
et que le résultat soit de choisir quelqu'un qui, à mon avis, ne mérite pas la bourse. Bon, néanmoins, si je partage suffisamment les valeurs de l'institution, si je suis à peu près convaincu du bien fondé approximatif des règles qui ont été choisies pour organiser la discussion, il est clair qu'il n'y a rien d'hypocrite dans le fait de s'engager dans la défense. Par exemple, si ce choix est potentiellement menacé par, je ne sais pas, le président de l'université, il est tout à fait légitime et non hypocrite de s'engager sur la défense du choix qui a été fait, parce que la concertation a été sincère, a été bien conduite, etc. Alors, je pense que c'est assez important pour la décision médicale, puisque les décisions médicales dans des cas difficiles, évidemment, soulèvent des questions de conscience très, très aiguës. En même temps, je ne peux pas me retenir de penser qu'il y a une facilité relative dans l'acceptation de renoncements de ce genre selon les domaines. Ce n'est pas très difficile s'il s'agit de défendre l'attribution d'une bourse universitaire. Après tout, le candidat qui est sélectionné a certainement des mérites cachés qui vont éclater au grand jour, qui vont nous convaincre a posteriori du bien fondé de la décision. En revanche, s'il s'agit d'une décision de vie et de mort, une personne risque de mourir, si on la débranche, elle meurt vraiment. Bon. Je ne suis pas sûr que la facilité des concessions gouvernées par une bonne concertation soit équivalente, dans un cas relativement anodin comme celui de la bourse et dans un cas grave où il y a des décisions de vie et de mort à la clé, ce genre de choses. Donc je ne voudrais pas plaquer les modèles qui me semblent habituellement convaincants pour des affaires administratives, politiques, sociales, économiques, sur des secteurs parfois beaucoup plus sensibles comme celui de la médecine. Il y a certainement des spécificités qu'il faut prendre au sérieux, des formes d'incommensurabilité qui peuvent rendre beaucoup plus difficiles les concessions, même si ces concessions sont pleinement argumentées, même si elles reposent sur une argumentation sincère, fondée sur des principes reconnus en commun, fondée sur des inflexions que les uns et les autres acceptent d'apporter à des principes, à l'interprétation de principes reconnus en commun. Et par ailleurs, la concertation, je crois, fait souvent évoluer les clés de répartition des domaines d'action, des domaines de compétences. C'est pourquoi il est si difficile dans le champ social et politique. Dialoguer est difficile parce que dialoguer remet en cause le pouvoir, dialoguer oblige à relativiser l'autorité dont on peut faire preuve en imposant une solution. Dialoguer oblige à prendre au sérieux des opinions dont on a dit publiquement qu'on les jugeait nulles et stupides. Autrement dit, cette remise en cause de l'autorité est particulièrement sensible dans les contextes sociaux et politiques. Je me demande si elle est aussi sensible en médecine. Ma conjecture serait qu'elle l'est beaucoup moins, que la répartition des compétences en médecine est infiniment plus souple, en médecine sur le terrain, est infiniment plus souple que celle à laquelle on tient dans des contextes de décision hiérarchique en matière politique, par exemple. Donc je crois que la médecine, au contraire de ce point de vue-là, est plutôt dans une position favorable au développement de méthodes explicites de concertation, de dialogue organisé. Avec cette difficulté que l'on ne peut pas minimiser, que les démarches de concertation mènent souvent à la recherche d'acceptation, de positions communes, qui ne sont pas véritablement des croyances, qui n'ont pas vocation à coïncider dans tous les cas avec les croyances ultimes, les croyances authentiques de chaque individu, de chacun des individus impliqués. Et dans le cadre des décisions médicales, cela pose certainement problème, car c'est un domaine où un investissement très personnel est sans doute inévitable, comme certainement dans certains domaines de l'enseignement. Et il en résulte une quête d'authenticité qui
rend parfois la concertation assez difficile. Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter sur ce point les considérations relatives à la comparaison de la concertation et de notions voisines. Je voudrais simplement, pour conclure cette partie de l'exposé, insister sur le dilemme apparent qui met aux prises les conceptions de la rationalité que l'on rencontre ici. On a souvent le choix entre une conception étroite de la rationalité en termes de poursuite optimisatrice d'un objectif, par exemple maximiser le nombre de QALYs dans un établissement hospitalier, et l'on peut alors formuler des explications des actions et des processus sociaux fondés sur des raisons bien nettes qui reflètent simplement la préférence pour un résultat aussi bon que possible au regard d'un certain objectif. On s'expose alors aux reproches habituels d'étroitesse dans la prise en compte des raisons disponibles. Et parfois, on manque effectivement certaines raisons qui devraient avoir de l'importance dans la décision. L'appel à des procédures institutionnelles de dialogue, à des procédures de dialogue organisé, de concertation organisée, vient certainement en relais de ces critiques pour inviter à une conception plus large de la rationalité. Et d'un autre côté, si l'on prend en compte explicitement sur une base large des raisons substantielles des agents adossés à des valeurs ou à des règles, évidemment on complexifie alors les étapes de l'explication du processus, en particulier parce que se posent souvent des problèmes d'interprétation et de mise en œuvre des valeurs de référence, des principes de référence, par exemple la dignité du patient, le bénéfice démontrable pour le patient, des notions de ce genre qui sont souvent chargées de normativité et qui se prêtent à des divergences d'interprétation. Autrement dit, l'endossement d'une conception beaucoup plus large de la rationalité expose aussi, je crois, et c'est la matière d'un dilemme, à entrer dans des problèmes plus aigus en ce qui concerne les critères permettant de justifier les actions. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de formules disons, parfaitement générales pour relativiser ou atténuer ce dilemme, et je crois que nous le rencontrons très souvent dans différents domaines. On voudrait simplement conclure en mentionnant le fait que certaines recherches contemporaines cherchent à articuler de façon explicite l'argumentation et la poursuite des objectifs. Et c'est le cas notamment de ces méthodes méprisées, ou en tout cas, enfin, pas forcément méprisées, mais en tout cas inconnues, à peu près inconnues du philosophe moyen et du médecin moyen, je crois, que sont les méthodes de décision de groupe. Les méthodes de décision de groupe, au-delà des méthodes bien connues de recherche de consensus. Notamment les méthodes qui affrontent la complexité des problèmes de décision, notamment dans la phase de structuration, parce qu'on essaie de se mettre d'accord sur le problème lui-même, et sans postuler la nécessité d'obtenir un consensus. Alors, je remarque que certaines de ces méthodes, par exemple EthExpert, qui a été développée en Suède, EthExpert, une référence à l'expertise éthique, EthExpert, ou la méthode PEST, ont vocation à intégrer explicitement dans la préparation des décisions collégiales les perspectives éthiques et politiques, en intégrant les divergences éthiques et politiques parmi les facteurs d'élaboration des décisions de groupe. Des méthodes plus connues comme SODA ou SSM, des méthodes qui ont commencé à être développées dans l'immédiate après-guerre, qui se sont ramifiées et développées, notamment en Angleterre, sur une durée assez longue. Ces méthodes incorporent franchement la diversité des points de vue, c'est-à-dire qu'on essaie de modéliser la diversité des points de vue en essayant de prendre la mesure des points de vue possibles, des divergences à la fois constatées et possibles aux yeux des agents, même si les possibilités excèdent le spectre des divergences effectivement
constatées. Ces méthodes intègrent aussi assez souvent des préoccupations explicites de stabilité des institutions, de préoccupations pour l'élaboration même des décisions, la manière de conforter les décisions dans l'institution. Et ces modalités de prise de décision en groupe ont souvent un caractère très artisanal. Il ne s'agit pas de méthodes aussi jolies que les procédures étudiées dans la théorie du choix collectif, par exemple, ou dans la théorie du vote, ou dans la théorie de la négociation, où là on a vraiment de beaux modèles avec des démonstrations, éventuellement mathématiques, etc. Là, c'est un domaine infiniment plus artisanal. Il s'agit plutôt d'essais et d'erreurs. Il s'agit d'heuristiques de décisions collectives qui ont été élaborées souvent par des praticiens, par des personnalités engagées dans des efforts, par exemple, de restructuration d'entreprises ou d'amélioration de procédures des administrations. Donc une origine plus modeste que le raisonnement a priori qui a prévalu dans des domaines voisins comme la théorie du vote, par exemple, ou la théorie de la négociation. Une place très importante de l'expérimentation, qui permet par exemple de voir ce que donne en pratique, comme on l'a fait notamment pour le modèle SSM, méthodologie Soft System, et pour SODA, ce que donne la prise en compte explicite de la diversité des points de vue. Alors ce que ça donne en gros, c'est qu'habituellement qu'on n'arrive pas vraiment à un consensus, qu'on arrive toutefois, dans des cas importants, à des acceptations concertées. Le fait que les uns et les autres sont d'accord pour penser que le mieux que l'on puisse obtenir, c'est une certaine solution qui ne leur plaît pas tellement, et qui ne vont pas valider à la manière d'un consensus réellement endossé par chacun, mais qui est néanmoins défendable parce que compte tenu des limites pragmatiques d'insertion de la décision dans l'institution, compte tenu du fait qu'il faut arriver à une décision, et compte tenu des ambiguïtés des mots, compte tenu des désaccords possibles, compte tenu des divergences de points de vue parmi les gens qui sont présents, finalement il est difficile de prétendre faire beaucoup mieux. Donc on peut arriver effectivement à des opérations de concertation de ce genre qui sont intéressantes et qui ont été, je crois, particulièrement intéressantes à l'échelon de la structuration des problèmes de décision, pour essayer de se mettre d'accord sur la bonne façon de concevoir le problème que l'on va aborder en commun dans une co-décision. À Besançon, nous avons notamment lancé Armand Diran sur la piste des ressources de ces méthodes et des méthodes voisines de dialogue développées par des philosophes appliqués dans le champ de la décision médicale. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. J'espère qu'on viendra en deuxième semaine pour la suite, parce que je vois qu'il y a une suite. Oui. Un immense merci. On peut l'applaudir.